Donc, on est parti en week-end à 1 heure et demie de route, 2 heures de route. Et puis, ça m'a permis de bien déconnecter et puis de me détendre un petit peu. Et j'avais entendu parler du déclenchement à l'italienne. Donc, bon, bah, je me suis dit après tout, pourquoi pas? C'était pas, c'est pas le plus confortable en fin de grossesse de faire une partie de jambes en l'air, mais ma foi, j'étais, j'avais envie quand même que ça se mette en route. Et puis on est revenu à la maison et là j'ai décidé de regarder un film rigolo euh, en, en utilisant le tire-lait pour faire la stimulation justement des mamelons. euh, qui sont des petites astuces qui sont supposées déclencher l'accouchement. Et ce soir-là, j'ai commencé à avoir des contractions. Mais je ne savais pas encore que c'était les contractions de travail. Donc voilà, au début, quelques contractions assez rapprochées, mais aléatoires et puis pas douloureuses. Donc bon, au bout de une demi-heure, trois quarts d'heure de plusieurs contractions, je me suis dit, je vais peut-être quand même, je vais commencer à noter les heures, les minutes. Et, et effectivement, c'était assez rapproché. Et je me disais, si c'est ça, tranquille, tranquille, ça va le faire. J'ai pas de soucis à me faire, ça va aller. Puis je sentais que j'arrivais pas à plonger dedans. J'arrivais pas à lâcher prise. J'étais beaucoup dans la réflexion, dans le est-ce que je suis en train d'accoucher, euh, et puis à un moment donné, je me suis arrêtée de noter et je me souviens m'être mise face à ma cheminée et à m'être dit c'est bon, c'est bon, je suis ok pour mourir, ok, je me suis dit ça. Et à partir de là, ça a commencé à avancer un petit peu plus efficacement. Alors, pour cette naissance-là, les douleurs que j'avais étaient dans les reins. Et je me rappelle qu'il y avait peu de positions qui me permettaient d'atténuer euh, l'intensité. Donc, j'ai commencé à avoir les contractions, il devait être dans les 19 heures, autour des 19 heures. Et mon homme a commencé à gonfler la piscine vers 22 heures, 22h30. Et je me rappelle avoir passé pas mal de temps dans l'eau parce que c'était vraiment un soulagement euh, vraiment bienvenu. Et pendant mes contractions, j'avais beaucoup besoin de me suspendre. Donc je m'accrochais au poignet de la porte, de chaque côté de la poignée, des poignées de porte, et je me laissais tomber en arrière comme ça. Et du coup, ça m'étirait complètement le dos et ça me faisait et je faisais pendre comme ça mes fesses derrière et ça me faisait beaucoup de bien. Et je me suis aussi beaucoup accrochée au cou de mon homme, pareil, pour me laisser complètement tomber comme ça m'étirait, ça me faisait du bien. Ce qui est important, c'est de vraiment s'autoriser à lâcher prise, s'autoriser à plonger dans cette intensité-là, même si elle fait peur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on a peur, plus on va lutter et plus on va avoir mal, plus ça va être long. Donc on a tout intérêt à juste accepter ce qui se passe, accepter d'être traversé par toutes ces forces-là, par cette puissance-là. J'ai eu 2 ou 3 contractions où en fait j'ai perdu pied. J'arrivais plus à respirer correctement et en fait j'étais dans l'appréhension de la contraction suivante.
Et en fait, grave erreur. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça parce que ça rend la contraction suivante encore plus douloureuse. Donc, à éviter. C'est vraiment la respiration qui fait passer au travers des contractions. Elles étaient vraiment très très fortes, très intenses. Et il n'y avait que le fait d'être dans l'eau qui me permettait de les passer. Et, et je respirais, et j'essayais de vocaliser, et, et j'essayais de lâcher prise, et j'écoutais mes musiques qui étaient pour cet accouchement-là des musiques très entraînantes, très motivantes. Et à un moment donné, dans la piscine, je me suis dit, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Mais quelle, mais quelle idée de faire ça là. Pourquoi est-ce que je suis pas à l'hôpital sous péridurale? Et, et en fait, j'étais en pleine phase de désespérance. Et après, j'ai commencé à ressentir le besoin de pousser. On avait trouvé une photo qui montrait comment évaluer approximativement la dilatation du col. Maud m'a demandé à plusieurs moments de regarder si je voyais quelque chose au niveau de l'arrêt des fesses. Au début, on ne voyait rien, mais au fil des heures, la ligne devenait de plus en plus écarlate. Ça avait beaucoup soulagé Maud d'entendre que c'était bien net et bien rouge. Ça voulait dire que le travail était efficace et que ça avançait. Et bon, il s'avère que par la suite, j'ai compris que ma petite n'était pas dans la position optimale euh, et que ces positions de bébé font que ce sont des accouchements qui sont particulièrement douloureux, particulièrement éprouvants. Et donc, j'ai ressenti le besoin de pousser assez rapidement après la phase de désespérance. Euh, et en fait, il s'avère que cette phase de poussée a duré 3 heures. Alors, j'ai pas poussé pendant 3 heures, mais j'ai eu à chaque contraction l'envie de pousser, et ça a donc duré environ 3 heures. Et je me rappelle l'avoir senti, donc au bout d'un long moment, l'avoir senti passer, et je l'ai senti bouger, et oh, c'était très 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 bizarre. Je me suis rendu compte que je me bloquais. Je bloquais. Il y avait effectivement de, de grandes probabilités pour que la position de ma petite fasse que c'était difficile, mais il y avait aussi le fait que moi, psychologiquement, mentalement, je bloquais. J'avais pas envie, j'avais pas envie qu'elle sorte. Ça me faisait peur qu'elle sorte. Parce que jusque-là, oui, j'avais le gros ventre, oui, j'avais les contractions, oui, je la sentais à l'intérieur, mais ça restait abstrait. Le fait de la faire sortir allait faire que j'allais devenir maman pour de vrai. C'était plus abstrait là. Et ça me faisait peur. Et donc je voulais pas. Donc je retenais d'une certaine façon. Quand j'ai lâché prise, où je me suis dit là, il faut que ça s'arrête, j'en peux plus. Ça me gonfle. Qu'elle sorte, que ce soit terminé, quoi, parce que là, j'en ai ras-le-bol. Alors, moi, dans mon souvenir, j'ai mis toutes mes forces à hurler, à la pousser dehors. Il s'avère que finalement, il semble pas que j'ai crié plus que ça. Donc, c'était vraiment moi, j'avais. Mais pour dire que, en fait, voilà, moi, dans mon vécu à moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir
comme ça, là, j'appelais j'appelais l'univers entier pour me libérer. Elle est sortie, la tête dans l'eau. Moi, j'étais complètement à l'ouest, complètement sonnée, complètement à même pas réaliser ce qui venait de se passer. Et, et donc, on l'a récupérée. Elle avait des tours de cordon autour de la tête et du bras. Et je me rappelle que je la tirais et ça venait pas. Du coup, je pouvais pas la prendre contre moi comme ça parce que ça bloquait. Donc, mon homme a défait les tours de cordon. Quand notre bébé est sorti, j'étais hyper concentré. Ça m'a permis de réagir quand j'ai vu que Maud ne voyait pas les tours de cordon. J'ai donc libéré le bras et le coude de notre petite, doucement, et Maud a pu la prendre contre elle. Et je l'ai prise contre moi et on s'est enroulé dans des serviettes. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié. Euh, Elle a respiré tranquillement au bout de quelques secondes. J'ai pas eu besoin de l'aspirer, je l'ai juste portée comme ça contre moi, emmitouflée dans la serviette. Et puis, euh, et puis le temps de reprendre un petit peu mes esprits. Et puis après, je suis sortie de la piscine. euh, et puis je l'ai mise au sein. Et puis, et puis c'est tout. Et elle a tété parfaitement bien. Et elle était très sereine, elle était très calme. Et du coup, après, il me restait le placenta à sortir. On avait demandé à une connaissance qui était énergéticienne de me faire un soin urgemment pour m'aider à terminer cet accouchement. Euh, et donc, elle m'a suggéré de parler à mon placenta et de le remercier, de remercier mon corps, mon placenta, de lui dire qu'il avait fait son travail et que maintenant j'avais plus besoin de lui, qu'il pouvait s'en aller, se décrocher. Et puis assez rapidement après, je suis allée aux toilettes et j'ai senti cette masse se décrocher et cette impression de pesanteur dans le bas-ventre. Et en fait, à peine j'ai eu à tirer le cordon qu'il est sorti. Il était entier, tout allait bien. Donc après, j'ai fait un petit nœud avec un petit cœur au crochet, tout simplement. Et donc après, une fois que le placenta est né, mon homme a fait donc des empreintes pour, euh, pour garder le souvenir. Et, et il l'a préparé en smoothie pour toutes les propriétés que peut avoir le fait de consommer son placenta pour bien se remettre de son accouchement. Quand le placenta est sorti, j'ai vérifié qu'il était entier. Je l'ai fait discrètement pour ne pas stresser ma chérie. Puis, après avoir coupé le cordon, j'ai récupéré le placenta pour le préparer en smoothie. Je l'ai découpé du côté maternel, environ 100 à 150 grammes. Je l'ai mixé avec du kiwi, du fruit de la passion, de l'ananas et de la mangue, ainsi que du yop. Et je l'ai donné à boire à Maud. Elle a mis du temps à le boire, mais j'ai vu rapidement le bien que ça lui faisait. Ça lui a redonné de l'énergie, elle a repris des couleurs. J'ai congelé le reste du placenta pour le planter plus tard dans le jardin. Il est parti faire la déclaration de naissance à la mairie. Alors, ça a été assez folklorique parce que ça faisait plus de 30 ans qu'il n'y avait pas eu de naissance au village, donc en fait, personne ne savait comment faire. Et ensuite, je n'ai pas eu envie de faire le rendez-vous
les rendez-vous dits obligatoires, le rendez-vous du 8e jour. C'était pas possible pour moi de me sortir de ma maison avec mon bébé. Ça me parlait pas, j'avais pas envie. J'ai essayé de trouver une sage-femme, une autre sage-femme, pour lui demander de venir vérifier que tout aille bien, parce que moi j'avais peur d'avoir une grosse déchirure. Et donc j'ai fait passer ça comme voilà, je voudrais simplement une petite vérification. Donc elle est venue pour vérifier donc en premier lieu si tout allait bien pour moi. Il s'avère que j'avais que des petites éraillures, donc pas grand-chose. Je pensais m'être franchement plus abîmée au vu du temps que j'ai poussé et de l'effort que j'ai fourni. Donc j'étais plutôt rassurée et puis je lui ai aussi, j'en ai profité du coup pour lui demander de nous faire le test de Guthrie pour notre petite. Et voilà comment est née ma première fille. Ça a été une expérience hyper formatrice pour moi dans le sens où ça m'a permis de plus m'écouter, de plus faire attention à ce que je pouvais ressentir, ce que je pouvais pressentir. Euh, Ça m'a permis de retrouver la confiance en mon intuition euh, et globalement, après avoir vécu un enfantement libre, euh, on n'est juste plus la même personne parce que c'est quelque chose qui est tellement puissant, qui est tellement intense. Euh, c'est c'est vraiment beau comme expérience parce qu'on va vraiment chercher au plus profond de nous-mêmes, on va chercher au plus loin dans l'univers pour trouver la force. Quand on fait le choix d'accoucher à la maison, si on n'est pas complètement aligné avec cette décision, c'est facile de douter et de se dire non, là, on va à la maternité. Évidemment que pour nous, s'il y avait eu un problème, on y serait allé. Mais même si c'était difficile, je savais que tout allait bien. Je savais que ça allait. Je me suis pas posé la question une seule fois de si mon bébé était en souffrance, euh, de s'il y avait un problème. J'ai pas eu cette pensée-là. J'ai pas eu à me poser de questions par la suite sur comment faire. C'était simple, c'était évident. Et pourtant, je m'étais pas du tout renseignée sur le postpartum pour le coup. Euh, je ne savais pas comment s'occuper d'un bébé, je savais rien. Enfin, j'avais même rien lu sur le sujet. Avec la sage-femme, on n'en avait pas parlé du tout. Euh, Même niveau matériel, on n'avait pas grand-chose. Mais ça a été très fluide tout de suite. L'allaitement s'est mis en place direct, sans aucune difficulté. Voilà, tout s'est mis en place, tout s'est enchaîné de façon hyper naturelle. Et j'ai pas ressenti le besoin d'aller consulter qui que ce soit, d'aller demander conseil à qui que ce soit. Non, euh, le fait d'avoir réussi à la mettre au monde seule, ça a ancré en moi cette croyance que je suis, je suis la mieux placée pour savoir ce dont mon bébé a besoin. Même si je ne suis pas pédiatre, euh, même si je ne suis pas médecin, même si je ne suis pas puéricultrice, je suis la maman de cet enfant-là. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait naître. Et c'est moi qui m'en occupe. Et j'ai pas besoin, je ressentais pas le besoin qu'on me dise quoi faire. Voilà, c'était instinctif. L'instinct maternel existe à partir du moment
où on s'autorise déjà à l'écouter, à lui laisser de la place, à partir du moment où on s'autorise à se faire confiance et à sortir aussi d'une certaine façon du droit chemin tout tracé et assez infantilisant et déresponsabilisant quelque part. Et je m'explique cette connexion à mon instinct maternel par le fait que à aucun moment je n'ai été perturbée dans toute mon expérience de l'enfantement. Il n'y a pas d'étranger qui est venu me voir, il n'y a pas d'étranger qui est venu me toucher. Il n'y a personne qui m'a dit ce que j'avais à faire. Je me suis simplement contentée d'écouter mon corps, d'écouter mon intuition, et je suis convaincue que c'est ce qui a permis que tout se mette en place de façon aussi naturelle. Parce que je ne suis pas meilleure qu'une autre. Je ne suis pas plus maligne, pas plus intelligente qu'une autre. Mais contrairement au fait d'accoucher en structure, où là, on va être d'une manière ou d'une autre un peu drivé, un peu guidé à la maison, la responsabilité, elle nous appartient entièrement. On est femme et on devient maman. Vraiment. Grâce à toutes ces sensations, à toute cette intensité-là, à toute la puissance qu'on doit trouver en nous pour traverser ça. Ça fait de nous des mamans. Ce qui fait que quand notre enfant naît, on ne se pose pas de questions. Ça vient tout seul. On est directement connecté à notre instinct maternel. La respiration aussi est capitale parce que si on n'est pas dans l'instant T, à respirer pendant chaque vague, on peut vite se laisser complètement emporter et c'est là que ça dérape. Je me souviens que j'avais l'image de la vague. Voilà, je sentais la contraction arriver. C'était la vague qui montait, ça montait, ça montait, ça montait. Et puis il y avait le pic de la vague. J'étais en haut de la vague. Et puis après ça redescendait. Et en fait, là où moi, ces expériences voilà, de la brûlure ou des migraines que j'ai eues pendant ma grossesse, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis de voir une différence énorme entre une douleur permanente, hyper intense, et les sensations de l'accouchement. Parce que, en règle générale, dans des accouchements qui ne sont pas trop rapides, il y a la vague et ça monte et ça monte et ça monte et ça monte. Et il faut respirer, respirer, rester focus. Et puis ça redescend. Et après, entre chaque contraction, entre chaque vague, il n'y a plus aucune douleur. Et ce temps-là, il est essentiel d'en profiter pour se reposer. Si on passe ce temps de pause à s'inquiéter pour ce qui va suivre, c'est là qu'on perd pied. C'est là qu'on s'engouffre dans des appréhensions, dans des angoisses, dans de la peur, et tout devient plus compliqué après. Si on reste concentré à respirer, en sachant pertinemment que une contraction, ça ne dure qu'une minute. Oui, il y a plusieurs contractions, mais il y a des pauses entre chaque, ce qui permet de reprendre des forces. Ça peut être intéressant pour monsieur de se prévoir quelques petites phrases encourageantes au cas où ça ne viendrait pas spontanément. Et pendant les moments difficiles, que monsieur n'hésite surtout pas à vous répéter ces phrases-là. Ça peut être des choses toutes simples, du style « Tu es belle, tu vas y arriver,
tu en es capable. Tu es en train de faire naître notre bébé. Notre bébé arrive. Tu vas y arriver. Voilà, des choses très très simples comme ça. Et petite précision supplémentaire, surtout pour les compagnons. Une femme, quand elle accouche, elle n'est pas dans son mental. Elle est vraiment en mode mammifère et ce qui sort de sa bouche n'est pas forcément réfléchi. Donc, il ne faut pas prendre personnellement si il y a des insultes ou si elle parle sèchement ou si elle vous envoie bouler. Voilà. Elle a juste, on n'est juste pas en capacité dans ce moment-là euh, de réfléchir à ce qu'on va dire. Donc ça sort comme on le pense. Il n'y a plus de filtre. Il faut surtout pas euh, s'en offusquer. Il faut surtout pas se braquer. Si on si on est un peu susceptible, essayez de ne pas en faire cas. Moi, je me souviens que mon homme, pour le coup, avait presque appris par cœur 2 phrases. Euh, et en fait, il me les a répétées en boucle. Donc, bon, ce genre de choses, c'est quand même à éviter parce que c'est plus agaçant qu'autre chose. Faut quand même que ça reste assez spontané et sans dire de varier, mais pas en boucle toujours la même chose, quoi. Quand il me répétait toujours ces 2 mêmes phrases-là, dont je me souviens même plus, euh, je prenais le relais dans ma tête en me disant mes propres affirmations, en me donnant mes propres encouragements. On avait noté qu'il valait mieux que les pertes de sang après l'accouchement soient inférieures à 500 millilitres. En amont, j'avais pesé des serviettes sèches. On a utilisé ces serviettes pour l'accouchement. Maud est restée dessus jusqu'à ce que les saignements diminuent. J'ai récupéré la serviette et l'ai pesée. Les taches de sang peuvent donner l'impression qu'il y en a beaucoup. Au final, la pesée a été très rassurante, car la serviette était à peine plus lourde que quand je l'avais pesée sèche. L'accouchement à la maison m'a jamais fait peur, et depuis le début, j'étais persuadé que Maud en était capable. Elle me demandait de lire ses livres, mais ça ne m'intéressait pas trop, et puis je me disais que c'était elle qui accouchait, donc je n'avais qu'à gérer le côté matériel. J'ai juste lu La naissance en BD, je trouvais ça assez complet et facile à lire.